À 92 ans, 92 ans, le président camerounais Paul Biya veut encore rester au pouvoir. Il veut encore passer aux élections pour rester président. Le président Biya veut rester au pouvoir. Il dit qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Ok, il faut lui accorder notre chance pour que M. Biya fasse ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Biya dit qu'il veut rester au pouvoir pour encore améliorer le Cameroun. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et évidemment, monsieur réalise qu'il y a une incompétence sordide. Et dans ce cas, il est le seul à la hauteur. Bon, il faut le reconnaître. Quelquefois, il y a des Moïse des nations, n'est-ce pas? Moïse était Moïse pour les Israéliens pour traverser machin histoire. C'était Moïse. Pourquoi on n'a pas choisi une personne plus jeune? C'était Moïse, non? Est-ce que M. Biya est peut-être le Moïse des Camerounais? Le président le plus vieux du monde, à 92 ans, 92 ans, promet aux électeurs camerounais que le meilleur reste à venir. M. Biya dit le meilleur reste à venir. Donc, vous n'avez encore rien vu. Il faut aussi reconnaître que grâce à M. Biya, beaucoup de histoires sont maintenant disponibles au Cameroun. L'Internet, par exemple, avant Biya, ça n'existait pas, n'est-ce pas? Le courant, bien qu'avec des stages, c'est quand même stabilisé. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment, quelquefois c'est très difficile, pendant les pluies, tout ça, mais M. Biya fait un travail énorme, il faut le reconnaître. Alors, M. Biya veut un 8e mandat présidentiel consécutif. 8e mandat. Ok, il dit qu'il y a encore beaucoup d'histoires à faire. Il est au pouvoir depuis très longtemps, en 1982. Est-ce un problème de Biya? Il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est M. Biya qui veut rester au pouvoir ou pas? M. Biya veut rester au pouvoir? Je sais pas. Pourtant, il y a sa fille, n'est-ce pas? Il y a récemment qui a fait une vidéo disant qu'il fallait pas voter son père, tout ça. Et son père a causé beaucoup de peine. Et aussi, elle disait qu'il y avait des agents de sécurité qui la cherchaient. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Vous avez suivi? Ça c'est la fille de quelqu'un en train de parler. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent contre leurs propres frères ou leurs propres membres de famille ou encore moins leurs propres parents, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est M. Biya qui veut rester au pouvoir? La première question. Il faut se poser. La deuxième question, y a-t-il pas des gens assez compétents ou assez capables intellectuellement pour gérer le Cameroun, à part M. Biya? La première question, c'est quoi? Est-ce que c'est M. Biya qui veut rester au pouvoir? Vous savez, il y a une chose très importante qu'il faut retenir en Afrique. Les gens vont en politique non pas pour améliorer la vie des gens. Les gens généralement vont en politique, c'est pour s'enrichir et améliorer leur propre vie. Les gens en politique en Afrique n'y vont généralement pas pour améliorer la vie de gens. Les gens font la politique parce que c'est un alternatif à l'entrepreneuriat ou au loto peut-être. Parce que généralement, quand le président est président, un membre de votre famille, et quand vous embauche quelque part dans le gouvernement, ça se fait très généralement, vous devenez directeur de quelque chose, si pas ministre d'énergie ou quoi le bazar, et vous faites de l'argent. Comprenez une chose, l'argent est très addictif. L'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité du marché. Ok, être en capacité de partir à Dubaï quand on veut, à Hong Kong quand on veut, acheter des bouteilles de champagne, fréter un avion privé. Quand vous êtes en incapacité de le faire, ça devient très compliqué. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà touché de l'argent, ou en tout cas un peu d'argent, ont déjà ôté de niveau pendant un certain temps. Vous savez combien c'est difficile? Quand vous prenez un avion seulement sur business class, pour la toute première fois, vous atterrissez à Dubaï et vous sortez. Vous rentrez chez vous à la maison. Et prochainement, il faut prendre l'avion partant peut-être à Cotonou. Mais vous prenez l'avion qui est quoi? Économie. Vous savez comment ça chatouille grave. Ça dérange votre esprit. Voilà pourquoi quand vous entrez dans business class pour une fois, vous avez envie de rediriger votre esprit afin de toujours voyager en business class. Ceci en va de même de ceux qui sont aux côtés du président. Parce que c'est ceux-là qui généralement mangent bien. Je lisais le livre de Machiavel qui disait « Il est préférable d'être le conseiller du roi, l'assistant du roi, le mandataire du roi que être le roi. » Pourquoi? Parce que,
En étant roi, on prend quelquefois des décisions difficiles. Mais les décisions difficiles que le roi prend, quelquefois, par exemple, désormais tout le monde rentre à la maison à 8 heures du soir, celui qui sera dehors après 8 heures sera tué. Il y aura des gens qui ne sont pas contents par rapport à ça, n'est-ce pas? Mais on ne comprendra pas que le conseil est venu du conseil du roi, n'est-ce pas? Ou de l'assistant. Les gens vont blâmer le roi. Comment ça se fait que c'est le roi qui a changé la loi maintenant? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne peut plus prendre des taxis à 7 heures? Comment ça se fait qu'on ne peut plus avoir les avantages qu'on avait dans le passé? C'est à cause du roi. Tout le monde sera mécontent. Contre qui? Le roi. Mais on ne comprendra pas que ce n'était pas le roi qui a pris la charge. Ce n'est pas une décision qui vient directement du roi. Mais en attendant, celui qui se cache derrière le roi bénéficie aussi des finances, des avantages. Mais pendant ça, quand il s'agit de la défense, des attaques contre le roi, lui, il est protégé. Alors, ne pensez-vous pas qu'il y a des gens derrière le roi, dans ce cas le président camerounais, qui veulent rester au pouvoir? C'est plutôt eux qui sont habitués à ce style de vie, de richesse, d'abondance, un style de vie de pillage pour continuer à vivre comme ça. Et c'est eux qui poussent le président. Essayons de voir un tout petit peu combien M. Biya, on dit c'est le président le plus vieux. Qui est encore là? À part M. Biya, il y a le président Obiang de la Guinée équatoriale, ce monsieur ici, Théodoro Obiang. C'est dans ce pays où vous avez vu le gars là, comment il s'appelle? J'ai oublié, le monsieur là qui tournait avec plusieurs femmes, j'ai oublié son nom là. Président de la République à 86 ans, il est le plus ancien président de l'Afrique, à 46 ans de pouvoir. Imaginez-vous, 46 ans de pouvoir, le président. Et aussi, il a pris le pouvoir, comment? En le prenant de la main de son oncle. Il a renversé son propre oncle du pouvoir. Voilà pourquoi on vous dit la force est plus importante que l'humilité. Faites très attention. Votre ennemi n'est pas... Avant d'être bon, il faut être fort et méchant. Écoutez, il faut être fort et méchant. Même Dieu, vous pensez que Dieu est toujours bon? Dieu est toujours bon. Pourquoi il va vous envoyer en affaire? Non, dites-moi, pourquoi Dieu va vous envoyer en affaire si vous faites du mal? C'est ça être bon? Non. Est-ce que c'est ça être bon? Envoyer ses enfants en affaire, c'est bon? Ok. Dans la vie, il faut être méchant. Il faut être méchant couvert de bon. C'est ça. Il faut pas être méchant vide. C'est ça. Les méchants vides là sont ceux qui n'accomplissent absolument rien dans la vie. Les gens que vous adulez, vous acclamez, sont généralement des gens méchants couverts de bon. Ne vous confondez pas la vie. L'humilité sans force, pouvoir de destruction ne vaut absolument rien. Vous allez mourir comme Jésus. Je sais, moi je vais mourir comme Jésus. Mais allez, on va vous faire tamponner. Il faut arrêter de pleurnicher, alors allez faire... C'est ça. Écoutez, les gens extrêmement bons ne vivent pas longtemps. Il faut être fort. Vous pensez que M. Biya, s'il était bon, il serait là au pouvoir? Vous pensez que sa famille est le fait qu'il soit au pouvoir? Non, vous pensez que ses proches détestent le fait que M. Biya soit au pouvoir? Vous pouvez pleurnicher, crier, chialer comme vous désirez. Oh, c'est une dictature. Ça ne change absolument rien. Vous n'avez qu'une seule vie. Si à la fin de sa vie, il mourra président, c'est là que vous allez trouver la paix. Dans la vie, il faut être mauvais et bon. Bon et mauvais à la fois. Tu ne peux pas être bon. Au fait, on ne change rien dans la bonté. Ça n'existe pas. Les négociations ne se font jamais dans la bonté. Quand on arrive à négocier, c'est parce qu'on a quelque chose à perdre. Et on a quelque chose à perdre parce que l'autre, à l'opposé, a une force sur soi. S'il n'y a pas de force à l'opposé, on n'a pas besoin de négocier. Voilà pourquoi vous ne négociez pas avec des sentinelles. Respect à eux. Ils font un travail noble. Mais parce que vous n'avez pas leur niveau. C'est ça. Il faut être fort avant d'être humble. C'est ça la vie. Monsieur Obiang a renversé son oncle. Peut-être que l'oncle le formait. Oh, c'est mon petit, mon neveu. Oui, il a renversé. J'étais du pouvoir hors de portée. Aujourd'hui, c'est lui qui contrôle. On dira quoi? Comment tu as renversé ton oncle? Après combien 46 ans? On s'en fout éperdument. C'est ça la réalité. La question qui se pose ici, y a-t-il pas de gens assez forts au Cameroun, des gens jeunes, qui sont en capacité de travail? Il y en a. Mais où sont-ils? Ils sont tabassés, ils sont violentés, ils sont muets. Pourquoi ne se lèvent-ils pas? Point d'interrogation. Parce que bon, généralement, aussi les Camerounais sont forts quand il faut insulter quelqu'un sur Internet, là, ils sont là. Hé, toi, Mbang. Mais c'est quoi ils disent? Mbang. Mbeng. Ah non, pas Mbeng. Ah, c'est quoi le mot là? Mouf. Pourquoi on ne dit pas mouf au président? On ne peut pas dire mouf au président, on va vous chicoter parce que le président a compris. Le pouvoir d'abord. C'est la force avant la gentillesse. Parce qu'au Cameroun, les avocats sont muets. On les tabasse. Même les avocats, on les tabasse. Vous allez dire quoi? Faut-il s'en prendre à M. Biya? Est-ce que c'est lui qui t'envoie les gens pour les taper? Pas nécessairement. Il y a les opérations qui se font par des gens qui sont là, qui bénéficient du pouvoir. Ce n'est pas nécessairement M. Biya. Est-ce que M. Biya est même conscient qu'il va passer dans les élections? Bon, ça c'est un autre sujet. Monsieur le Président vous dit, est-ce qu'il y a des gens importants ici? Monsieur lui, monsieur a envie de vivre une vie bien. Il veut se mettre bien jusqu'à la fin. Ok? Même le discours là, bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ça? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça peut être valide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que M. Biya dit, moi, je veux être au pouvoir pendant qu'il y a beaucoup de choses à faire? Ou M. Biya a compris qu'au Cameroun, il n'y a personne d'assez brave, personne d'assez vaillant, d'assez courageux. En tout cas, ou s'il y a des vaillants et des braves, ils sont combattus par des mauvais qui, malheureusement, surplombent sur les vaillants. C'est généralement comme ça. Quand il y a des vaillants, il y a toujours
un groupe de mauvais, méchants, là, tout ça, qui viennent oppresser, opprimer, presser, nuire aux vaillants et braves qui pourraient se proposer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Malheureusement, c'est ça la réalité de beaucoup de pays africains. Et on disait, il y a le président Obiang qui est là depuis 46 ans, Monsieur Biya qui est là depuis 43 ans, il y a le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Donc, il ne faut pas confondre avec la RDC, République du Congo. On parle aussi lingala, c'est aussi leur langue. Le lingala n'est pas une propriété des Congolais zaïrois. Le lingala est une langue parlée dans cette grande partie. Okay? Ce n'était pas un pays, c'était des peuples qui vivaient là. C'est après le colonialisme qu'on a divisé. Ça, c'est devenu Congo-Brazza, qu'on vous appelez Congo-Brazzaville. C'est la République du Congo. Et celui-là qui s'appelle République démocratique du Congo. Ok? Le président Denis Sassou Nguesso qui est là depuis 41 ans aussi. Faut-il avoir la force pour dominer? Ou faut-il être bon? Voulez-vous une justice? Viendra-t-elle dans la bonté ou la force? Est-ce qu'on négocie quand on est bon ou quand on est fort? Le président du Faso, Ibrahim Traoré, vient de remettre un nouvel arsenal d'armement lourd à l'armée pour aller tuer des gens. Oui, il vient de remettre des armes pour aller tuer des gens. Et j'aime ça. J'aime ça et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose s'est passé de très intéressant. Pendant que les États-Unis, l'Angleterre et autres se sont battus contre les Allemands, c'est vrai que l'histoire racontée aujourd'hui est une histoire tirée de toutes pièces, qu'on a fabriquée pour vous faire croire une réalité qui n'était pas vraie. Mais partons avec ça. On a combattu l'Allemagne, okay, dans l'objectif d'arrêter Hitler, dans sa démarche de conquérir le monde, entre parenthèses. Les pays qui ont renversé la vapeur contre l'Allemagne étaient principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. C'est vrai que la Russie n'est pas citée autant que les États-Unis et la Grande-Bretagne quand on parle des exploits effectués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes ont joué un rôle capital dans la capitulation de Hitler, en réalité. Après cette guerre qui a pris beaucoup de vies, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé le Security Council, Conseil de sécurité, pour contrôler le monde, pour éviter à ce que ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ne se répète, ou se reprenne, ne se répète encore une fois. Et pendant ce Security Council, on a choisi des pays qui font partie du Security Council. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie et la France. 5 pays. Les 5 pays qui dominent sur tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont le droit de veto. Et ce droit de veto, évidemment, pour un Français très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 189 pays disent nous allons manger les haricots, et un seul pays faisant partie de ceux qui ont le droit de veto dit non, on ne mange pas les haricots, personne ne mangera les haricots. En d'autres termes, un seul pays a un pouvoir plus grand que 180 ou 189 pays. C'est un peu ça le pouvoir. Aujourd'hui, les Africains se plaignent disant pourquoi nous ne faisons pas partie du Security Council, pourquoi nous ne sommes pas dans le Conseil de sécurité. Il nous faut bien une place avec un droit de veto. Parce qu'après tout, nous faisons 1,7 milliard d'humains sur Terre. Nous devrions être représentés dans un monde correct. Mais il n'y aura pas de place pour les Africains. C'est vrai qu'on fait une politique dont vous voyez, on essaie de parler, discuter, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi ça n'arrivera pas? C'est à cause de la raison pour laquelle ceux-là sont positionnés à ces places. Il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui rend ces pays spéciaux pour faire partie du Security Council pendant que les autres n'y sont pas. C'est en guise de quel pouvoir que 5 pays peuvent dominer sur toute la terre entière, même sur l'ONU. Quand les États-Unis est furieux contre l'ONU, l'ONU tremble. Il faut se poser la question pour comprendre comment est-ce qu'on arrive là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La réponse est pourtant très simple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 5 pays? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Ils ont tous le pouvoir nucléaire. Ils ont tous la bombe atomique, la bombe nucléaire. C'est-à-dire, la force est plus importante que la justice. La force est plus importante que la justice. C'est ce que je vous rappelle récemment, très régulièrement. Le pouvoir est plus important que l'humilité. Un homme ou une entité qui se prononce humble, mais qui n'a pas de force, est simplement hypocrite. C'est un faible. Ce sont les faibles qui disent « je suis humble », n'ayant pas de force. Il faut d'abord avoir la force pour se crier humble. Sinon, c'est une fausseté totale. Monsieur Traoré l'a compris. Pendant son voyage en Russie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec Monsieur Poutine, on l'a tous vu. Qu'est-ce qu'il disait avec Poutine? Il disait, Monsieur Poutine, on veut que vous veniez au Burkina Faso. Pas dans le but de nous donner des choses, mais dans le but de nous apprendre comment nous comporter nous-mêmes. C'est-à-dire de nous apprendre la technologie. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est certain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça.
Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Monsieur Traoré n'a pas demandé des hands-out, hein, des dons. Il n'a pas demandé ça. Il a dit on veut acquérir la connaissance. Vous vous souvenez quand il est parti? Je pense qu'il y avait cette marche de représentation de la guerre en Russie, ok, pour célébrer ces soldats russes qui sont tombés à la guerre. Monsieur Traoré a dit nous voulons avoir les capacités, l'enseignement nécessaire pour développer le Burkina Faso. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso actuellement? On a vu il y a quelque temps, on a fait la greffe de rein, ok, chose qui ne se fait pas en Afrique en général, n'est-ce pas? Généralement, il faut qu'un Africain quitte son pays pour aller ailleurs, dans un pays étranger pour se faire soigner. Et ceci en vaut la peine aussi, même pour les chefs d'État qui généralement quittent leur pays pour partir en Suisse se faire soigner. On voit là le cas de l'ex-président zambien, monsieur Lungu, ce monsieur ici, qui vient de décéder en Afrique du Sud. Lui partait très souvent ailleurs pour se faire soigner. Il n'a pas eu le temps de construire dans son pays, d'investir. Il n'a pas eu le temps d'aller demander la connaissance nécessaire pour investir, créer les infrastructures nécessaires chez lui en Zambie, pour qu'au cas où un jour il se retrouvait dans des conditions pareilles, il n'aurait pas besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner. Qu'est-ce qui s'est passé contre lui? Ce président ici, à Chidima, aurait manigancé de sorte que M. Lungu n'ait pas l'avion pour voyager et aller ailleurs. On l'a bloqué sur place malgré sa maladie. Et il est décédé. Et la famille de Lungu refuse, parce qu'il est décédé en Afrique du Sud, refuse de renvoyer son corps, sa dépouille au pays pour être enterré, disant que Lungu avait dit que jamais sa dépouille ne serait portée aux pieds de son successeur, parce que c'est lui qui orchestrerait, dans ce cas, sa mort. Mais si lui, le président Lungu, dans le passé, aurait pensé à ce fait, de construire son pays, d'investir de sorte à ce que un jour, il ne se retrouve jamais dans ces conditions où la population aurait besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner. Il ne serait pas dans ces conditions. Ce sont des spéculations, des estimations. Alors, M. Traoré a compris. Voilà pourquoi il a acheté des armes. Voilà pourquoi il est en train de s'armer, de se donner les éléments nécessaires. Le pays est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre depuis un temps. Contre qui? Contre les terroristes. D'où viennent-ils? Le Mali l'a dit. Le Mali a dit que les terroristes sont créés de toutes pièces depuis la France. Ça, ce sont les accusations du Mali. Mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le 19e siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Le Mali a demandé aux Nations Unies de leur accorder le temps pour discuter sur ce sujet et montrer les preuves que la France nourrit, la France supporte, soutient militairement, financièrement les terroristes. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Est-il en train de dire des mensonges ou pas? Point d'interrogation. Le président Ibrahim Traoré a remis ce nouvel arsenal que vous voyez ici, au ministre de la Défense et des anciens combattants, destinés au bataillon de la campagne d'intervention rapide. Ok, vous voyez ce qu'il y a, ce sont des choses qui ne badinent pas, ça ne rigole pas, ce sont des équipements lourds. Ok, selon le général Samporé, il s'agit de matériel de cavalerie conçu pour augmenter la puissance de feu et de soutenir les unités déployées sur le terrain. Camarade président capitaine Ibrahim Traoré nous a remis officiellement un lot de matériel militaire. Ce lot est constitué essentiellement du matériel d'appui au combat de l'infanterie. C'est du matériel d'artillerie et du matériel de cavalerie pour apporter une plus grande puissance de feu en appui aux unités déployées sur le terrain. C'est du matériel qui vient à point nommé dans le cadre de la montée en puissance de l'armée burkinabé. Comme on l'a dit, vous avez pu observer depuis un certain moment une remise de matériel et c'est la continuité de cette montée en puissance pour doter les forces armées du Burkina Faso des moyens nécessaires pour sa défense, pour assurer l'intégrité du territoire après avoir reconquis l'entièreté de notre territoire. Et cela également pour assurer à l'avenir la population burkinabé qu'elle a une armée digne de ce nom, équipée à tout point de vue pour pouvoir assurer sa
protection. Donc, augmenter la puissance de feu, c'est ça l'objectif. Développer le Burkina Faso pour pas qu'il soit seulement sur le plan médicinal ou scientifique avancé, mais aussi sur le plan armement. Un pays qui n'a pas d'armée forte est un pays faible. Ça dépend. Écoutez, vous pouvez être humble autant que vous voulez, gentil, sympathique, dire ok, on va essayer de... Ça ne fonctionne pas. On ne trouve pas la paix à travers la paix. C'est faux. La paix ne vient jamais à travers la paix. La paix vient à travers la guerre et la force. Regardez, on ne peut trouver de paix que quand quelqu'un se définit plus fort que l'autre. Voilà. Il y a une négociation qui réussit seulement quand l'un est clairement plus fort, supérieur à l'autre. C'est une question de force. Cette donation, évidemment, s'inscrit dans la stratégie de montée de puissance de forces armées nationales engagées sur plusieurs fronts contre le terrorisme et la sécurité. Alors, qu'est-ce qui a été délivré? Bravo à M. Traoré. Je sais que M. Traoré n'est pas nécessairement aimé de tout le monde, mais quand les gens font des choses positives, il faut le dire. C'est un monsieur à peine 37 ans. Okay? 37 ans d'âge, il fait des choses incroyables. Et je pense qu'il a ouvert des yeux de beaucoup d'Africains qui comprennent que l'Afrique, au fait, n'est pas aussi handicapée qu'on le pense. L'handicap africain est plutôt intellectuel et mental qu'il l'est physique et financier. C'est ça la réalité. Le Burkina Faso trouve l'argent où pour avoir des armements? Comment ils font des spéciales par rapport aux autres pays africains? Point d'interrogation. On sait que des véhicules blindés de nouvelle génération ont été transmis. 2, des systèmes d'appui tactique. Il y a aussi des moyens d'assaut modernes adoptés au terrain sahélien. Le terrain sahélien est un terrain précis, ce n'est pas comme les autres. 3, des équipements conçus pour la mobilité rapide et la protection renforcée. Donc c'est ça. Alors, d'où viennent ces équipements? On se pose beaucoup de questions. Clairement, bien que le gouvernement n'ait pas précisé, les équipements sont venus de la Russie. La Russie, on sait, est fournisseur majeur d'équipements blindés, des systèmes d'artillerie et des missiles sol-sol. Donc, facilement, la Russie a donné. Nous savons que la Turquie est présente dans plusieurs pays sahéliens via la vente des drones Bayraktar. La Turquie fait des meilleurs drones dans le monde et ils sont présents. Nous savons aussi la Chine, qui est fournisseur d'armes légères et des véhicules de transport blindés. Le message ici est très simple. La raison pour laquelle on domine le monde, c'est parce qu'on est fort. Point barre. Ce n'est pas la gentillesse, la collaboration. La collaboration commence seulement quand on se respecte. Quand toi et les voisins, vous vous regardez des yeux penchés, du jet de coin, c'est jusqu'au moment où l'un va s'établir comme supérieur que vous allez retrouver la paix. C'est ça. Ce n'est pas, oh, monsieur le voisin, vous voyez, il faut arrêter de me regarder ma femme. Non, il faut dire, monsieur le voisin, si vous regardez encore ma femme, je vous casse la gueule. Oh non, monsieur, vous voyez, excusez-moi. C'est alors là que vous trouvez la paix. Et monsieur le voisin, désormais, ne regardera plus jamais votre épouse. Si vous lui dites, monsieur le voisin, pourquoi vous regardez ma femme? C'est ma femme, nous sommes mariés à l'État. Non! Ce que vous faites là n'est pas normal. Non! Il faut aller faire le sport. Il faut aller acheter une arme, dans ce cas, pour l'intimider sérieusement. Monsieur, si vous regardez encore ma femme, je vous casse le doigt avec un machin. Je vous... Voilà! La force est plus importante que l'humilité. On vous a prêché l'humilité pour rester dans l'esclavage, c'est ça. Ils vous ont dit l'humble, monsieur, les pauvres, qu'arriveront le royaume des cieux. C'était pour que eux pillent les richesses, prennent et partent chez eux. C'était pour ça. Ce n'était pas parce qu'on veut que vous partiez au ciel. Vous pensez qu'ils se foutent que vous, si le ciel vraiment existe et qu'ils le savent, vous pensez qu'ils vous veulent vous au ciel? Non. Si, non, attendez. Ceux-là qui sont venus, oublions ceux d'aujourd'hui. Ceux qui sont venus pour dominer l'Afrique, qui vous ont apporté ces histoires-là. S'ils pensaient vraiment que le ciel existait comme ça, ils vous prêcheraient le ciel. Vous pensez qu'ils vous veulent, ils n'ont pas voulu vous voir manger, mais ils vous veulent au ciel. Mais il faut arrêter. On vous dit, les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. C'est pour que vous restiez pauvres, que vous ne vous souciez pas de vos richesses pour qu'ils pillent. Si on vous tape ici, il faut encore taper là. Qui vous a dit ça? Il faut arrêter. Si on te tape ici, il faut casser la mâchoire de quelqu'un. C'est ça. Si on te tape ici, tu donnes les choses, va toucher les fesses de ta mère. Tu feras quoi? C'est là que tu vas te battre. Mais ça sera trop tard parce qu'on a déjà cassé ici. Il fallait pas que tu laisses qu'on casse ici pour que tu défendes les fesses de ta mère. Alors, ça se passe ou quoi? Comment allez-vous? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Calme le jeu. Le clip de music vidéo. Ok. C'est arrivé? D'accord. Si c'est pas encore fait, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Calme le jeu, c'était fait pour vous avec beaucoup d'amour. Ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Ne permettez jamais à qui que ce soit de définir ce que vous êtes. Laissez-leur poser la question, qui es-tu vraiment? Vous n'êtes pas une seule dimension. Dieu vous a équipé d'énormément de choses. Malheureusement, l'être humain, dans sa nature, choisit généralement de gérer le talent le plus facile. Dieu ne donne jamais un seul talent à un humain. Pas possible. Dieu ne donne jamais un seul talent. Dieu en donne plusieurs. Et on te laisse le choix de choisir. Et généralement, l'être humain, dans sa paresse et sa faiblesse, choisit le talent le plus facile à gérer, le plus facile à manager. C'est-à-dire le talent qui nécessite très peu d'efforts. Les talents qui faut lustrer, travailler, raffiner, généralement sont mis à côté parce que ça demande beaucoup trop de travail. Je préfère faire le truc le plus facile. Mais si vous regardez au plus profond de vous, vous remarquerez que vous n'êtes pas seulement ingénieur. Il y a autre chose de caché que vous n'avez peut-être jamais véritablement exploité. Ne laissez personne vous éteindre. Mourrez avec vos objectifs accomplis. Si pas accomplis, en tout cas en train de les accomplir.
Aujourd'hui, on parlera d'une histoire très intéressante et inspirante, encore une fois. Merci infiniment, c'est avec beaucoup de plaisir. Je suis très heureux, je me sens très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de réponses positives. Autant il y en a de négatifs, mais on comprend tout à fait, c'est la nature humaine. On peut pas être aimé de tout le monde. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Ok, même Dieu a des gens qui le détestent. Voilà pourquoi il y a des athées et tout ça. Donc c'est normal. Le plus important, c'est qu'on parle de nous. Dans le positif ou le négatif, il n'y a pas de mauvaise publicité. Pas du tout. La publicité gratuite, on l'adore. Calme le jeu, si c'est pas encore fait, allez jeter un coup d'œil. Et c'est pas la fin, il y a autre chose qui arrive. Autre chose de gigantesque qui arrive, sans doute. Aujourd'hui, on parlera d'un truc très intéressant. Je viens de remarquer que l'AES vient de se retirer de la Cour pénale internationale. Félicitations, bravo, bravo. On sera toujours là à discuter, à parler, à échanger, en tout cas sur des sujets qui nous poussent à aller de l'avant. C'est très important. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre les décisions fortes de la vie. L'AES l'a fait. Il se retire finalement de la Cour pénale internationale. Le gouvernement du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel AES, porte à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Pourquoi? Par souveraineté. Deuxièmement, parce que la Cour internationale de justice ou Cour pénale internationale n'est pas en train d'effectuer les desseins pour lesquels elle a été créée. C'est un peu comme si vous commencez une négociation nouvelle avec une personne avec qui vous allez signer un contrat, parce que la personne ne respecte pas le contrat. C'est valide pour ceux qui se marient aussi avec des personnes qui finalement deviennent des monstres ou des gens très difficiles. Il est de votre droit de réévaluer où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de sombrer dans la dépression. De même pour un emploi que vous aviez entamé et finalement vous remarquez que l'emploi n'est pas tout à fait ce que je voulais. C'est ça. Vous pouvez dire non. Ok, il n'y a pas de. Vous pouvez dire non. Vous pouvez aussi être avec un homme que vous aimez, vous commencez à vous toucher, patati et patata, vous savez de quoi je parle. Et à un moment donné, vous avez l'impression, ok, ça ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Même si monsieur a enlevé son pantalon, c'est de votre droit de dire non. Attends, on va un peu trop vite, il faut arrêter. Il peut pas se permettre de vous donner l'impression que vous l'avez manipulé, tout ça. Pourquoi tu m'as fait le non? C'est votre droit à vous de dire non. Ok? L'AES aujourd'hui se retire de la Cour pénale internationale. On va essayer de voir pourquoi. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé lundi soir leur retrait en effet immédiat de la Cour pénale internationale, qu'ils annoncent comme un instrument de répression néocoloniale. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Un instrument de répression néocoloniale. C'est-à-dire, ça ne sert absolument pas aux intérêts des Africains d'avoir cette Cour pénale internationale. Parce qu'en réalité, ceux qui sont réprimés ici, c'est nous. Par qui? Par eux. Donc, c'est une manipulation totale. Savoir se retirer d'une situation quand c'est sale, c'est un autre niveau de réflexion. Écoutez, il faut monter le niveau dans la vie. Il faut laisser les gens parler, raconter, dire ce qu'ils ont à dire. Parce qu'il y a deux catégories d'humains sur Terre. Il y a ceux qui là pour créer, pour fabriquer, pour faire des erreurs. Parce que quand on crée et on fabrique, on fait des erreurs. On tombe, on trébuche, on titille quelquefois. C'est ça. Il y a aussi ceux qui sont là pour s'asseoir sur le banc de touche et regarder, acclamer ou huer. Quand vous allez dans un stade de football, il y a des fanatiques. Qu'est-ce qu'ils font? C'est acclamer ou huer, c'est tout ce qu'ils font. N'est-ce pas? Mais en réalité, ils ne seront jamais Ronaldo. Ceux qui l'insultent disant, voilà, tu ne joues pas bien. Pourquoi tu fais ça? Jamais ils ne sont à sa hauteur. Pas sur le plan financier, pas sur le plan social. C'est ça, il faut définir ce que vous êtes. Et l'AES est en train de le faire actuellement. Ils disent que cette histoire ne sert pas les intérêts des Africains. Les trois pays, le Mali, Burkina Faso et le Niger, sont actuellement évidemment dirigés par des militaires. Nous le savons tous, ce n'est pas un secret. Et ils ont rompu leur partenariat avec des occidentaux traditionnels tels que la France et tout ça. Ces pays ont été colonisés par la France pendant très longtemps. Après la colonisation, la France a donné l'impression qu'il y avait une certaine amitié franco-africaine qui est en réalité une amitié penchée, c'est-à-dire une amitié qui ne profitait qu'à un côté, pas l'autre. C'est évident. Quand on est amis, c'est égal à égal. Quand on a une amitié où on a l'impression
que l'ami se sent supérieur à nous, ça ce n'est pas une amitié. Alors il y a eu critique idéologique de la CPI évidemment. La Cour est qualifiée d'instrument de répression néocoloniale. Ce n'est pas une Cour qui est là pour la justice, elle est là pour les intérêts des Occidentaux. Est-ce vrai ou pas? Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Ce qui reflète évidemment la conviction qu'elle sert davantage les intérêts géopolitiques occidentaux que la justice universelle. On accuse encore numéro 2 de manque d'efficacité. L'AES reproche la CPI son incapacité de produire des auteurs de crimes graves, tels que crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les génocides, même lorsque les preuves existent. Je répète, l'AES accuse la CPI d'incapacité de poursuivre les auteurs de crimes graves, tels que crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou les génocides. Tony Blair est où? Ok, Bush est où? Ok, il y a aussi l'autre là dont on ne dit pas le nom, sinon il y aura des problèmes. Ils sont où? Mais regardez la liste des personnes qui ont été à la CPI. Monsieur Gbagbo, ah, il est noir. Regardez celui-là. Al-Bashir, ah, ok, intéressant. Regardez celui-là, Bosco Tangana, en RDC au Rwanda, ah, intéressant, il n'est pas blanc. La majorité, Blé Goudé, la majorité des gens, enfin, apparemment, ce sont des noirs qui vont là-bas, en fin de compte. Ok, on a accusé Poutine, il n'est jamais parti. On a accusé le monsieur du pays qu'on ne cite pas, il n'a jamais été. Au fait, on a sanctionné les membres de la CPI. Alors, ça sert à quoi ces CPI? À un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Quand il n'y a plus le respect servi sur la table, il faut quitter. Écoutez, il faut quitter la table même quand tu es affamé. Tu es affamé, mais tu quittes la table. Tu ne mourras pas. Les gens peuvent te rejeter. Le rejet ne tue pas. Je répète, les gens peuvent te rejeter dans la vie pour vos convictions. Le rejet ne tue pas. Qu'est-ce qui va se passer éventuellement? En fin de compte, vous rencontrerez des gens qui partagent vos conditions. Vous rencontrerez des gens qui partagent vos convictions de vie. Ne vous pliez pas devant la pression. Ici, l'AES parle encore de l'affirmation de la souveraineté juridique. La souveraineté juridique. Vous savez, beaucoup de personnes ont fait partie de l'ICC ou CPI. Plusieurs pays ont signé le bout de papier disant nous voulons faire partie de cette histoire, qui au départ semblait comme une histoire absolument louable, parce que l'objectif était de trouver toutes les personnes toutes les personnes mal intentionnées, qui font des choses mauvaises, tous les leaders et les dirigeants qui sont de mauvaise foi, doivent répondre de leurs actes. C'est louable. Mais curieusement, les États-Unis n'ont jamais signé, Israël n'a jamais signé, la Russie n'a pas signé, et certains autres pays n'ont pas signé. En fin de compte, on se dit, y a-t-il justice pour nous et justice pour vous? Hein, il y a scrutage pour nous et scrutage pour vous. Ça n'a aucun sens. Il faut être au même pied d'égalité ici. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on fera alternativement? Alternativement, les pays de l'AES déclarent leur intention de créer un nouveau système, c'est-à-dire une cour pénale sahélienne fondée sur des mécanismes endogènes de justice et de paix. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. Donc des mécanismes africains. On n'a plus besoin d'un professeur venant de la Hague pour nous enseigner comment faire les choses. Cela évidemment se traduit à travers une volonté de bâtir un système régional de responsabilité indépendant et des institutions occidentales. Merci l'AES, merci le Burkina Faso. Personnellement, pour l'amour que je reçois pour vous, vous êtes des gens que je porte à cœur. L'amour, la fraternité que j'ai vue au Burkina Faso, j'ai vu dans très peu d'endroits. Je vous porte haut dans mon cœur, sans doute. Calme le jeu est là. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est un clip qui raconte une très belle histoire. C'est profond, c'est doux, c'est beau à voir. Et ce n'est que le début. God bless. Être frère, c'est bien et ami. Mais il faut parler d'honnêteté dans la fraternité. L'honnêteté dans la fraternité. Quand tu as un ami avec lequel tu partages beaucoup d'histoires, et tu le vois quelque part dans un coin où tu n'es pas attendu du tout, en train de discuter, de manger avec une personne qui est clairement ton ennemi. Est-ce vraiment un frère? Et même s'il est resté un frère, est-ce que tu continueras à le considérer de la même façon, tel que tu le faisais dans le passé? Tu as une personne de proche de toi, une personne avec qui tu discutes régulièrement, quelqu'un avec qui tu partages des éléments les plus essentiels et internes de ta vie. Mais une fois quelque part dans un hôtel loin des parages, loin des vues des gens, tu rencontres la personne de manière inattendue, impromptue, avec une personne qui est clairement ton ennemi, une personne qui t'a ouvertement déclaré la guerre. Est-ce que tu considérais cette personne qui était autrefois ton frère comme un frère toujours? Ou cette relation, cette dynamique va changer?
Ou au moins vous allez l'ajuster. Vous ne vous ouvrirez plus comme vous le faisiez dans le passé, n'est-ce pas? Si vous le trouvez surtout en train de rire, de ricaner avec la personne, moi je te dis mon ami, n'est-ce pas? Le Niger accuse le Bénin de protéger, de garder des militaires français qui sont clairement ennemis du Niger, dans l'objectif de renforcer le terrorisme dans le Sahel et aussi renverser le pouvoir sur place. Est-ce une fraternité réelle ou pas? Le Bénin étant un pays frère du Niger. Et évidemment, ici, il faut tenir en compte le fait que quand on parle du Bénin, on ne parle pas de l'homme béninois dans sa généralité. On parle de la politique étrangère béninoise qui a clairement choisi les Français par rapport aux frères nigériens, n'est-ce pas? Si le Nigeria est en difficulté avec la France et que le Bénin, étant un pays africain et voisin, et frère surtout, historiquement parlant, choisissent de travailler avec la France, vous comprenez tout ce que ça représenterait, ok? La France est en guerre ouverte avec le Niger. Ce n'est pas une guerre de balles, c'est une guerre de mentalité, de pensée. Bon, si toi, en tant que frère, tu discutes et héberges ces personnes, serais-tu perçu comme un ennemi aussi? C'est une forte possibilité. Qui est en train de subir les conséquences? Les populations civiles, qui ont des cousins, des amis, des femmes, de deuxième femmes de l'autre côté, et aussi des gens qui vont changer, vendre, à manger, les éléments les plus essentiels de la vie, qui en subissent les conséquences. Le Niger a fermé la frontière de manière indéfinie, affirmant que le gouvernement béninois abrite des forces françaises sous prétexte d'une opération de CEDEAO. Le Bénin, évidemment, a nié ces accusations, affirmant qu'elle n'héberge aucun soldat étranger agissant contre le Niger et appelant à un dialogue régional. Que le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger, ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. Il n'y a pas de raison que le Bénin agresse le Niger ou les autorités nigériennes avec des forces étrangères. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut un bouc émissaire ou bien, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que nous n'avons pas manqué d'occasion pour envoyer des messages aux autorités nigériennes de notre disponibilité pour collaborer, pour reprendre la collaboration comme jadis. Alors, ce que nous savons aussi il y a quelque temps est que le Niger et le Cameroun viennent de signer un deal avec les États-Unis d'Amérique, portant à présenter des militaires américains de l'opportunité, si pas la place, sur place, de pouvoir continuer leurs opérations antiterroristes dans la sous-région. Je vous rappelle qu'au Niger, on avait demandé aux Américains de quitter, de plier bagages. À l'arrivée des Russes, ils sont partis essayer de se retrouver, se réconcilier. Il y a même eu cette personne qui a parlé. La détérioration des conditions dans le pays africain du Niger. Et cela suscite l'inquiétude des membres du service et des contractuels, dont plus d'1 millier sont actuellement, en pratique, retenus en otage au Niger. Ils sont utilisés comme des pions lors d'une négociation qui a laissé l'Amérique à la merci de criminels et de voyous du tiers-monde. Alors que nos troupes cherchent des médicaments, de l'eau potable et des rotations de personnel, comment en sommes-nous arrivés là, avec plus de 100 Américains actuellement en danger au Niger? Eh bien, tout a commencé en mars 2023. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu au Niger et a proclamé que c'était un modèle de résilience, une plateforme pour une grande démocratie. C'est là que l'Amérique devait mettre en œuvre sa stratégie pour l'Afrique. 1 an plus tard, presque jour pour jour, il y a eu un coup d'État au Niger. Et devinez qui a renversé le gouvernement que nous avions qualifié de grand modèle de résilience. Des personnes que nous avons formées les chefs du coup d'État pour qu'ils renversent le gouvernement démocratiquement élu du Niger. Et je sais que cela va vous surprendre, mais après cela, ils disent qu'ils veulent que nos bases dans lesquelles les contribuables américains ont investi plus d'1 milliard de dollars disparaissent. Ils veulent que nos militaires partent. Et donc je suis venu ici après avoir entendu certains de mes administrés qui étaient stationnés au Niger. Et après le renversement du gouvernement, il n'y avait plus de vol de ravitaillement. Ils ont dit « Monsieur le député, nous serons à court de médicaments en mai si nous ne réglons pas ce problème. » 3 jours après que j'ai déposé la première partie du rapport que je complète aujourd'hui, l'administration Biden a annoncé que nous allions quitter le Niger. Un signe encourageant, j'en suis sûr, mais le départ n'a en réalité pas eu lieu. Nous avons des personnes qui en sont maintenant à plus de 200 jours sur une rotation de 180 jours. Et tandis que les négociations concernant le repli et le retrait sont en cours, le gouvernement du Niger utilise le bien-être et la santé de nos militaires comme levier pour obtenir ce qu'il veut de notre gouvernement. Nos troupes ne reçoivent pas de médicaments contre le paludisme, contre le cholestérol, pour leur tension artérielle, ni pour des maladies chroniques. Et j'ai reçu des lettres des épouses
des pères, des personnes qui sont actuellement au Niger. Ils disent: nous savons que nos proches se font extorquer par les gouvernements locaux lorsqu'ils essaient de partir des centaines de dollars juste pour faire passer un sac à l'aéroport. Nous savons que les Russes sont derrière les barrières. Un vrai président des États-Unis dirait que des C-130 sont en route aujourd'hui vers le Niger avec l'eau, les médicaments et la nourriture dont les archers ont besoin, escortés par des pilotes de chasse jusqu'à destination. Et si le gouvernement du Niger ou tout autre tyran du tiers-monde essaie ne serait-ce que d'allumer ces systèmes de défense aérienne, nous devrions montrer à ces dirigeants et à ces voyous à quoi ressemble le ciblage de leurs maisons et de leurs proches, car il ne devrait pas y avoir d'Américains qui souffrent simplement parce que le président Biden et Blinken sont tellement embarrassés par l'échec de leur stratégie en Afrique qu'ils sont prêts à laisser la situation des Américains se détériorer. Vous écoutez ce sénateur qui clairement dit qu'ils avaient envie de bombarder le Niger, c'est-à-dire imposer leur présence. Mais dans ces conditions, malgré que le Bénin soit en capacité d'accepter des correspondances avec qui ils veulent, acceptent d'héberger ces personnes qui ont clairement dit à travers un sénateur qu'ils étaient prêts à bombarder s'il le fallait pour garder leur présence sur place. Est-ce perçu comme une positivité? Pendant tout ça, le gouvernement français, par contre, a affirmé que sa présence dans la sous-région était décrite comme un appui de formation et en conseil aux forces de défense et de sécurité du Bénin. C'est que le Bénin essaie de se protéger contre le terrorisme et avec ça, on a besoin des militaires français pour avoir une certaine formation. L'objectif ici, c'est quoi? Comme on se sert souvent de la géopolitique pour comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il est essentiel d'établir qui sont vos amis dans la vie. C'est très important. Est-ce que le Bénin a le droit de coopérer avec qui il veut? Absolument. Est-ce que le Bénin a le droit d'inviter qui ils veulent? Absolument. Même si ces personnes sont ennemies du Niger ou autre chose. Absolument, c'est leur droit. Mais c'est aussi de votre droit de considérer jusqu'à quel point vous accepterez certaines histoires. C'est aussi de votre droit d'établir qui est vraiment votre ami et votre frère. Et évidemment, encore ici, une fois je dis, ce n'est pas l'homme béninois. C'est la politique étrangère de ceux qui sont au leadership. Avant de continuer, je pense qu'il est important de mentionner, nous avons une nouvelle chaîne, Zach Mwekassa Musique. Pour ceux qui aiment la musique, en tout cas, cette musique qu'on a présentée ici, beaucoup de personnes l'ont aimé, avec beaucoup de plaisir. Ça a été merveilleux d'ailleurs. Ce clip-là, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop du bien. Le tournage et tout le bazar. On allumait le feu. On partagera les BTS, c'est-à-dire les backstage, tout ce qui s'est passé backstage pendant le filmage, le tournage et tout le bazar dans la nouvelle chaîne Zach Mwekassa Musique. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Cette chaîne ici, Zach Mwekassa, sera principalement pour pas seulement la géopolitique. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble et tirer des leçons de vie. On se base sur des situations géopolitiques de temps en temps pour tirer des leçons de vie. Parce que même la géopolitique, c'est une leçon de vie. Il faut comprendre la vie pour avancer, quoi qu'il en soit, dans le business, dans le travail, dans la famille, dans la politique. Il faut d'abord comprendre l'humain. Et ici, on apprend à comprendre l'humain. C'est ça. Nous avons votre frère où on développe le développement personnel généralement, un peu de business et d'entreprise. Allez-y, vous y abonnez si ce n'est pas encore fait. Il y aura Zach Mwekassa Musique là-bas. Il y a ouverture pour tous les jeunes talentueux qui sont musiciens, aspirants et tout le bazar, qui veulent avoir des opportunités pour avancer et évoluer. Allez-y, vous y abonnez. On a comme intention de recueillir au moins 100 jeunes à qui on offrira des opportunités. Des opportunités telles que lesquelles, pas nécessairement du management, mais généralement un studio, après un studio, un travail de clip beau et clair. Vous avez aimé Calme le jeu? Tu as brisé mon cœur, faut pas me jeter de fleurs. T'es venu dans ma vie et tu as créé la terreur. Je suis plein de rancœur, mon cœur plein de... C'est ce genre d'histoire qu'on va offrir aux gens. C'est notre retour à la populace, c'est ça. C'est ça notre offre. Il y a un jeune Camerounais là qui a fait une chanson de Zach Mwekassa. Zach Mwekassa, une très belle chanson là. Mais malheureusement, elle n'avait pas été produite. Je pensais qu'au Cameroun, on pouvait le produire. Au moins faire un clip ou tout le bazar. Contactez le jeune là, demandez-lui de nous contacter. On va l'aider à faire un truc bien pour sa carrière. Pas essentiellement la chanson de Zach Mwekassa, mais autre chose. Sans rancœur, Zach Mwekassa Musique. Allez-y, vous y abonnez maintenant. D'accord, on y va. Maintenant, on va en Algérie. Voilà l'Algérie sur la carte. Très intéressant comme pays. L'Algérie vient de lancer un satellite très intéressant. Satellite Alsat 3 pour la surveillance du Sahel. L'Algérie a lancé avec succès Alsat 3, un satellite d'observation terrestre à haute résolution destiné à surveiller le climat, l'agriculture, les menaces sécuritaires. Pour quel objectif? Le climat, l'agriculture, les menaces sécuritaires. Bravo. Bravo. Il faut dire bravo à l'Algérie. Je sais que vous... Les Noirs, généralement, vous n'aimez pas les Nord-Africains, mais il faut dire bravo. Écoutez, il faut dire bravo. On sait aussi que l'Algérie a des problèmes avec des similitudes avec le Mali.
Ça, c'est évident. Récemment, l'Algérie a tiré sur un drone malien qui, d'après l'Algérie, était dans le territoire algérien. Mais d'après le Mali, c'était le contraire. Qui dit la vérité pour l'interrogation? Ce qui est évident dans cette histoire est que c'est un peu comme dans un jeu de football dans le quartier. Okay? Deux garçons qui jouent au football chez vous. Alors, vous savez comment on jouait, n'est-ce pas? Quand tu tires la balle et ça rentre dans la maison du voisin, si le voisin et vos parents sont en bonne correspondance, on va vous donner le ballon. On vous dira, écoutez, faites attention, vous allez casser les glaces ou les verres ou les vitres, n'est-ce pas? Allez jouer là-bas. Mais si vos parents ne sont pas en bonne correspondance avec les propriétaires de la maison, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous tirez la balle là-bas, on confisque la balle. Ils ont confisqué la balle. C'est parce que les parents ne sont pas en bon terme. C'est un peu comme l'Algérie et le Mali. Si l'Algérie et le Mali étaient en bonne coopération et tout ça, le drone malien, même si c'était dans le territoire algérien, ne serait pas tiré dessus. On aurait appelé les autorités maliennes pour dire, écoutez, il y a votre drone qui est ici. Retirez ça, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On peut le faire 1 ou 2 ou 3 fois. S'il y a amitié, on ne tire pas. Mais bon, quand il y a tout ça, là, ça devient clair. Ce qui est évident, l'Algérie a dit que c'était dans le territoire algérien. Le Mali dit que c'était dans le territoire malien. Alors, est-ce une bonne nouvelle pour l'Algérie? Absolument. Pourquoi? Parce que ceci, d'après les Algériens, soutiendra la surveillance contre qui? Point d'interrogation. Ils disent c'est contre les terroristes. Quel terroriste? Point d'interrogation. Il y a aussi la suivi environnementale. Ok? Surveillance de frontières, surveillance antiterroriste. Les terroristes sont accusés d'avoir des amitiés avec qui? Avec des Algériens, d'après le Mali. Alors, c'est de quels terroristes qu'on parle? Pour l'interrogation. Est-ce vraiment pour les terroristes ou pour les Maliens? Pour l'interrogation. Mais est-ce que l'Algérie a le droit de s'équiper pour se protéger? Absolument. Même votre ennemi le plus pire a le droit de s'armer et de s'équiper. Il est de votre responsabilité d'assumer vos arrières. Qui a aidé l'Algérie à envoyer ce satellite? La Chine et la Russie. Okay? La Chine et la Russie, pour ces Africains qui pensent que la Chine et la Russie sont les alternatives parfaites. Détrompez-vous. Okay? La Chine et la Russie sont partenaires à l'Algérie, ils sont aussi partenaires au Mali. Mali et Algérie ne sont pas en très bon terme, n'est-ce pas? Ceci vous dit quoi? Ceci vous dit simplement qu'il n'y a pas d'amis dans la politique, il y a seulement les intérêts. Chacun assure ses arrières et se protège. C'est comme ça. Alors, est-ce positif pour l'Algérie? Absolument positif. Pourquoi? Parce que l'Algérie désormais développe à peu près 1200 ingénieurs aéronautiques à travers ce programme. Donc ce n'est pas seulement un programme où vous venez lancer ce satellite pour nous, c'est aussi un programme où vous entraînez nos hommes à avoir les capacités nécessaires pour avancer. Okay? Dans le futur, les Algériens seront en capacité de faire ce qu'ils ont à faire eux-mêmes, sans avoir besoin de qui que ce soit. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Tout à fait. Faut-il mal se sentir parce qu'on est noir, il faut s'associer aux Maliens? Eh ben, écoutez, chacun doit assumer ses arrières. C'est ça la vie. Dans la vie, les amitiés sont basées sur la force. Quand on est fort, on a des amis, on contrôle. Quand on n'est pas fort, malheureusement, on devient victime. Ça fait partie de la vie. Encore une fois, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Bénin et le Niger, malheureusement, sont en difficulté pour l'instant et ce n'est pas une très bonne chose. La leçon est claire. L'amitié et la fraternité se prouvent. Okay? Ça ne vient pas par défaut, c'est faux. On ne vous trompe pas. Oh, nous sommes nés dans le même pays, c'est faux. Ce sont vos pires ennemis, quelquefois. Ceux qui ont tué Lumumba sont des gens de son pays. Ceux qui ont éliminé Sankara ne sont pas d'étrangers. Okay? Donc il faut faire très attention dans la vie. Les amis, quelquefois, sont des gens que vous rencontrez pendant le parcours de la vie. Pendant que les populations béninoises et nigériennes souffrent, il y a des gens qui malheureusement sont associés à de forces étrangères et des oppositions qui attisent cette chaleur. God bless. La force est plus importante que la sympathie, la force est plus importante que la gentillesse. La gentillesse sans force n'est qu'une faiblesse totale. Les faibles sont généralement gentils. Vous ne verrez jamais un faible, prétentieux, courageux, sûr de lui. Ça n'existe pas. Les faibles sont pleurnichards, demandeurs, froussards, peureux. C'est ça la réalité. Alors, on va aller très rapidement. On va voir ce qui se passe en Afrique. C'est très important. Pour ceux qui sont ici, merci infiniment d'être là. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Un cargo russe a atterri en Afrique du Sud. De force, pourquoi? Parce qu'il y a des inquiétudes diplomatiques entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc, un cargo qui a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique a atterri à Appington en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a-t-elle plus peur des États-Unis d'Amérique? On va le découvrir tout de suite. Libération des activistes noirs détenus par Israël. Oui, Israël a détenu à peu près 6 activistes africains, parmi lesquels le petit-fils de Nelson Mandela. Étiez-vous au courant par rapport à ça? Alors, ils ont été libérés, faute de quoi? Une pression émergente incroyable qui a été appliquée sur Israël. On va découvrir pourquoi. La force est plus importante que la sympathie. Ensuite, on va partir au Bénin, au Cameroun, où il y a un renforcement de liens sécuritaires entre le deux pays et les États-Unis d'Amérique. Renforcement de liens sécuritaires, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique vont emmener des militaires au Bénin, au Cameroun. Est-ce nécessaire au moment où les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et autres sont en train de se libérer de toute présence étrangère? Est-ce une trahison pour la cause africaine ou pas? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Il ne s'agit pas seulement des géopolitiques, il s'agit de leçons de vie. C'est très important, à travers lesquelles on voit quelques ascensions géopolitiques. Alors, controverse autour d'un cargo russe atterrissant en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le cargo russe a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique suite à la guerre de Vladimir Poutine
Ukraine. Une guerre qui a été justifiée par Poutine, selon ses mœurs et ses droits. Alors, les États-Unis d'Amérique a sanctionné ce cargo, disant ce cargo ne peut pas atterrir nulle part, en tout cas à part la Russie. Vous savez, généralement, quand les États-Unis sanctionnent ou placent des embargos sur un pays, généralement tout le monde obéit. Au fait, les États-Unis d'Amérique, c'est un peu comme le grand garçon à l'école primaire, plus grand que tout le monde en tout cas, 4 ans de plus, qui généralement dit à tout le monde à qui il faut parler, à qui il faut pas parler du tout. C'est-à-dire quelquefois il dit, personne n'adresse la parole à John. Si qui que ce soit ose le faire, il aura des sérieux problèmes avec ce monsieur grand. Moi, je m'en souviens, j'en ai vécu de ma vie. Un garçon qu'on appelait Junior. Junior menaçait tout le monde. Junior était venu d'ailleurs, d'une autre province, et arrivé là où on était, il a voulu, en tout cas, dominer totalement. Il intimidait tout le monde, il faisait le gros bras et tout le bazar. Même quand vous êtes fort, il faut pas chercher des problèmes avec tout le monde. Parce que quand vous en avez avec tout le monde à un moment donné, en fin de compte, vous devenez l'ennemi de tout le monde. Et s'ils sont assez braves, ou si une seule personne parmi elles est assez courageuse pour vous confronter, le reste du monde sera derrière elle. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec ce Junior. Il y avait un jeune garçon au nom de Capi, dont j'oublierai jamais. Il s'est levé un jour, il a dit aujourd'hui Junior, c'est fini. Tout le monde était en train d'acclamer Capi, Capi, Capi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre. Dans le cas des États-Unis d'Amérique, dans ce cas, quand les États-Unis sanctionnent ou placent des embargos sur un pays, aucun pays qui veut, en tout cas, avoir des relations saines avec les États-Unis oserait discuter ou faire des échanges avec ce pays. Dans ce cas, la Russie n'est pas un petit pays, c'est un pays fort. Il y a eu des embargos contre cet avion, mais l'Afrique du Sud a accepté l'atterrissage de cet avion à Appington. Voilà Appington sur la carte. On ne sait pas dans quel cadre, on ne sait pas si l'avion avait des difficultés, avait besoin de ravitaillement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils ont justifié ça. Le ministère des Transports sud-africain a défendu cet atterrissage, affirmant qu'aucune base juridique ne permettait de refuser le permis selon les lois aériennes en vigueur. C'est-à-dire, c'est notre pays, il n'y a aucune loi qui nous interdit d'accepter quoi que ce soit. C'est aussi ça la force. Est-ce que le Bénin peut faire ça? Le Togo peut faire ça? Le Cameroun? Le Gabon? Le Ghana? Le Ghana récemment a accepté des réfugiés américains, des refoulés par Trump. Pourquoi? Parce que le Ghana avait peur que les États-Unis bloquent accès au visa. Vous voyez un peu un pays qui se respecte, qui dit non, on doit faire plaisir aux Américains pour pas que l'on ne refuse des visas aux États-Unis. Je sais pas comment il faut se sentir dans cette équipe. Maintenant, on va dans le pays qu'on ne cite pas. Et voilà, la libération des activistes noirs détenus par Israël. Très intéressant comme situation. Il y a quelques jours, on en a parlé. 6 activistes africains étaient arrêtés pendant qu'ils partaient vers Gaza. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il y avait 41 bateaux, navires si vous préférez, réunis, qui ont amassé de la nourriture, des médicaments, des habits et tout le bazar dans l'obligation d'aller aider les humains à Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a blocus par Israël, interdisant tout accès et toute aide à ces personnages qui vivent à Gaza. Pendant que c'est arrivé, pendant que les bateaux partaient, la force navale israélienne est partie en Cadal et a emporté ces personnes comme prisonniers. Donc parmi eux, 6 activistes africains, dont Mandela, cette personne ici, Mandela, c'est le petit-fils de Nelson Mandela. Ils ont tous été arrêtés par les forces israéliennes alors qu'ils tentaient d'acheminer à l'aide humanitaire vers Gaza. Ils sont désormais arrivés sains et saufs. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous savons que Israël n'écoute personne, à part Israël. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a quelques jours, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appliqué de la pression, demandant la libération des Africains qui partaient dans une forme humanitaire pour aider d'autres Africains. C'est inacceptable de les arrêter. Israël a libéré parce que voilà, pour plusieurs raisons. Quelles sont les raisons d'après vous? Pourquoi vous pensez qu'Israël a libéré? Il y a eu une forte pression diplomatique venant de l'Afrique du Sud principalement. Et aussi, il faut comprendre que le nom est très important dans la vie. Le nom est très important dans la vie. Quelquefois, on peut se retrouver dans une situation de difficulté et on est sauvé parce qu'il y a quelqu'un parmi qui a un nom. Ce n'est pas facilement qu'on prend le fils d'un Nelson Mandela et on le fait disparaître. C'est pas facile. Nelson Mandela, c'est autant on peut dire que voilà, c'est une personne qui n'a pas combattu pour la cause noire dans toutes ses profondeurs. C'est quand même Nelson Mandela, figure emblématique. Vous prenez le petit-fils de Nelson Mandela, c'est un problème diplomatique international, ce qui ne se limite pas seulement contre l'Afrique du Sud, mais aussi le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient la loi, c'est la loi, peu importe ce que c'est le fils de Mandela ou pas, il doit respecter la loi et tout le bazar. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté à manger, ils n'étaient pas armés. Portant sur le jet machin, sur les gens de Gaza, en tout cas pas de bon choix de le garder en prison pendant très longtemps. Et aussi, il faut savoir que l'Afrique du Sud est un pays qui héberge beaucoup des Juifs, et ils ont pour intérêt, en tout cas, de chercher à ne pas croiser le fer à ce degré-là. Et maintenant, nous partons au Bénin, au Cameroun. C'est le Bénin sur la carte. Et ça, c'est le Cameroun sur la carte. Le Bénin et le Cameroun viennent de renforcer leurs liens sécuritaires avec les États-Unis d'Amérique. Au moment où le Niger et le Tchad, d'ailleurs, ont demandé aux Américains de quitter, le Bénin et le Cameroun disent « Venez ici, venez chez nous ». Le général Davguid Anderson, chef du commandement africain de l'Africom, a visité le Bénin et le Cameroun pour renforcer ce partenariat.
partenariat en matière de lutte contre le terreau. Il faudrait une raison pour justifier sa présence, puisqu'on dit que dans le Sahel, il y a beaucoup trop de terreau. Il faudrait ce serait préférable de recevoir de l'aide venant des États-Unis d'Amérique. Pendant qu'il y a d'autres pays qui disent que ce sont les Occidentaux qui ont créé ce problème pour justifier leur présence, eh ben, nous avons le Bénin et le Cameroun qui s'associent maintenant aux Américains. Question de... Vous vous souvenez de ça? C'était une frustration d'un sénateur américain. La détérioration des conditions dans le pays africain du Niger. Et cela suscite l'inquiétude des membres du service et des contractuels, dont plus d'1 millier sont actuellement, en pratique, retenus en otage au Niger. Ils sont utilisés comme des pions lors d'une négociation qui a laissé l'Amérique à la merci de criminels et de voyous du tiers-monde. Alors que nos troupes cherchent des médicaments, de l'eau potable et des rotations de personnel, comment en sommes-nous arrivés là? Avec plus de 100 Américains actuellement en danger au Niger. Eh bien, tout a commencé en mars 2023. Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu au Niger et a proclamé que c'était un modèle de résilience, une plateforme pour une grande démocratie. C'est là que l'Amérique devait mettre en œuvre sa stratégie pour l'Afrique. 1 an plus tard, presque jour pour jour, il y a eu un coup d'État au Niger. Et devinez qui a renversé le gouvernement que nous avions qualifié de grand modèle de résilience. Des personnes que nous avons formées. Nous avons formé les chefs du coup d'État pour qu'ils renversent le gouvernement démocratiquement élu du Niger. Et je sais que cela va vous surprendre, mais après cela, ils disent qu'ils veulent que nos bases dans lesquelles les contribuables américains ont investi plus d'1 milliard de dollars disparaissent. Ils veulent que nos militaires partent. Et donc je suis venu ici après avoir entendu certains de mes administrés qui étaient stationnés au Niger. Et après le renversement du gouvernement, il n'y avait plus de vol de ravitaillement. Ils ont dit « Monsieur le député, nous serons à court de médicaments en mai si nous ne réglons pas ce problème. » 3 jours après que j'ai déposé la première partie du rapport que je complète aujourd'hui, l'administration Biden a annoncé que nous allions quitter le Niger. Un signe encourageant, j'en suis sûr, mais le départ n'a en réalité pas eu lieu. Nous avons des personnes qui en sont maintenant à plus de 200 jours sur une rotation de 180 jours. Et tandis que les négociations concernant le repli et le retrait sont en cours, le gouvernement du Niger utilise le bien-être et la santé de nos militaires comme levier pour obtenir ce qu'il veut de notre gouvernement. Nos troupes ne reçoivent pas de médicaments contre le paludisme, contre le cholestérol, pour leur tension artérielle, ni pour des maladies chroniques. Et j'ai reçu des lettres des épouses, des pères, des personnes qui sont actuellement au Niger. Ils disent « Nous savons que nos proches se font extorquer par les gouvernements locaux lorsqu'ils essaient de partir des centaines de dollars juste pour faire passer un sac à l'aéroport. Nous savons que les Russes sont derrière les barrières. » Un vrai président des États-Unis dirait que des C-130 sont en route aujourd'hui vers le Niger avec l'eau, les médicaments et la nourriture dont les archers ont besoin, escortés par des pilotes de chasse jusqu'à destination. Et si le gouvernement du Niger ou tout autre tyran du tiers-monde essaie ne serait-ce que d'allumer ces systèmes de défense aérienne, nous devrions montrer à ces dirigeants et à ces voyous à quoi ressemble le ciblage de leurs maisons et de leurs proches, car il ne devrait pas y avoir d'Américains qui souffrent simplement parce que le président Biden et Blinken sont tellement embarrassés par l'échec de leur stratégie en Afrique qu'ils sont prêts à laisser la situation des Américains se détériorer. Après le rejet des Américains au Niger, après le gouvernement de Tiani à son entrée a demandé le départ des Français, ensuite celui des Américains. Ils n'étaient pas tout à fait contents. En fin de compte, ils se disaient, bon, les petits Noirs, ils vont chasser les Français peut-être, mais nous, on ne chasse pas. Nous sommes les Américains, en fin de compte. Ils ont été chassés. Il a dit, si c'était lui, s'il y avait un vrai président, à l'époque c'était Biden évidemment, s'il y avait un vrai président, on aurait envoyé des avions pour aller bombarder où le Niger, un pays indépendant, c'est ça. Bon, regardez la distance entre le Niger et le Bénin. Maintenant, je pense qu'on peut comprendre tout à fait pourquoi il y a des petits chichis entre les deux pays. Le Niger qui a accusé les Bénins à plusieurs reprises d'héberger des gens qui sont contre leur situation, c'est-à-dire les militaires français qui seraient en train d'entraîner des terroristes pour attaquer déstabiliser le Niger. Est-ce une vérité pour l'interrogation? Que dirait le monde par rapport à ce nouveau contrat qui s'assure entre le Bénin et les États-Unis? Alors, quels sont les objectifs de cet accord? Et sécurité frontalier. Le Bénin partage des frontières poreuses avec le Burkina Faso, le Niger, 2 foyers d'activité djihadistes évidemment. Le Bénin trouve qu'il serait important d'avoir les Américains avec eux. Question de pouvoir combattre contre les djihadistes.
influence diplomatique, le Bénin va être vu d'un œil positif des États-Unis d'Amérique. C'est clair et évident. Donc, tout le monde essaie de faire plaisir à Trump. Ça, c'est clair. Tout le monde. Le président gabonais était là-bas, le président ghanéen, le président béninois maintenant fait ce qu'il a à faire. Le Ghana, d'ailleurs, récemment, comme je l'ai dit précédemment, a accepté des réfugiés américains pour faire plaisir à M. Trump. Le président ougandais a accepté de prendre des réfugiés pour se positionner favorablement vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La force est très importante. Des fois, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer avec les... On ne sait pas trop. Donc, le Bénin reçoit aussi le soutien, dans un programme exclusif de DHAPP. DHAPP, c'est un programme pour la prévention du sida. C'est un programme spécial où on donne des médicaments aux militaires. Les États-Unis d'Amérique donnent des médicaments aux militaires africains dans un programme appelé DHAPP. C'est très similaire au programme PEPFAR qui existait dans le passé, à travers lequel on aidait beaucoup de civils à combattre la maladie. Maintenant, ce programme de DHAPP est un programme exclusif pour les militaires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fournit? On fait des tests et on donne des conseils pour le VIH. On donne des thérapies antirétrovirales, c'est-à-dire des médicaments gratos. On donne une éducation par le pair et réduction des stigmatisations. Donc, une formation sur comment ne pas contracter, machin, histoire. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Bénin... Donc, le DHAPP est un programme qui est disponible dans 80 pays dans le monde. Voilà encore une fois pour laquelle on dit qu'il faut être indépendant et fort. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Toujours, qu'on le veuille ou pas. Quand vous recevez, on vous exige des choses. Et si le Bénin disait non à cet accord, le Bénin n'a pas les capacités. Ou le Cameroun, enfin au Cameroun, il y a un président qui a 92 ans. Évidemment, il doit tout faire pour, si c'est pas lui en tout cas, ceux qui sont en dessous de lui, pour garder cette position favorable aux États-Unis d'Amérique. Sinon, on va l'appeler dictateur. Donc, c'est un peu ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Partons du début, qui est évidemment une histoire fragilisante. Un cargo russe atterrit en Afrique du Sud, un cargo sous embargo américain atterrit quand même en Afrique du Sud, et le ministère de Transport qui dit « Nous avons le droit d'accepter qui on veut ». Quel pays a fait? Regardez, il faut s'associer aux forts dans la vie, au moins aux contre-forts. Il ne faut pas être parmi les faibles, faiblards, et des faiblards lâches qui ont peur de faire la guerre, peur de se battre. C'est triste. Israël a libéré les Noirs, il a libéré les Africains qui étaient détenus pendant un temps. Parmi eux, il y avait le petit-fils de Nelson Mandela, la force. Encore une fois, une leçon très intéressante. Faire un nom, en tout cas, il y a plusieurs façons de le faire. C'est pas seulement question de faire de l'argent pour avoir un nom. Il y a aussi l'honnêteté qui joue un rôle très important. J'ai été à quelques reprises sauvé par le nom de mon père, parce que c'est un homme honnête, c'est un homme bon. Le Bénin et le Cameroun ouvrent la porte, donc la fraternité, comme on l'apprend ici, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau. La fraternité, c'est beaucoup de choses. Le Niger a accusé le Bénin à plusieurs reprises, à tort ou à raison, d'héberger ses ennemis. Est-ce une vérité ou pas? Pour l'interrogation, le Bénin a rejeté ces accusations. La leçon est très simple. L'ami, le frère, ce n'est pas nécessairement le voisin. Attention. D'ailleurs, ces pays ont été découpés comme ça par des Blancs. Vos histoires de pays. Moi, je suis pas de vos histoires de vos pays. Je ne suis pas là. Je suis plus grand qu'un pays. Je suis l'Afrique. Je suis plus grand qu'un pays. Le pays a été déclenché, formé par les Blancs. Avant les Blancs, leur arrivée, il n'y avait pas de pays. God bless.